Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Madame de Pompadour l'appelait l'excellence bleue. Il fut secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ministre d'État, lieutenant général des armées du roi, mais aussi gouverneur de Touraine, secrétaire d'État à la guerre, puis à la marine, colonel général des Suisses et enfin secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Le nom de Choiseul résonne dans l'histoire du XVIIIe siècle au même titre que ceux du cardinal de Bernis ou encore de Vergennes. Choiseul vécut à une époque de bouleversements extérieurs, européens, naturellement, mais aussi intérieurs. Bouleversements dont il fut un des acteurs aux côtés du roi, Louis XV, et de Madame de Pompadour, tant et si bien que l'on parlera à leur endroit d'un véritable triumvirat. Qui fut donc Étienne François, duc de Choiseul, fils aîné de la famille de Stainville, originaire de Lorraine. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Monique Cotterêts. Mais avant d'engager cette émission, un simple rappel, n'hésitez pas à soutenir Storia Voce. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page d'accueil dans la rubrique Soutenez-nous en haut à droite de notre site. Nous avons besoin de vous pour développer cette radio. Monique Cotterêts, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous invite à ce micro. Vous avez écrit aux éditions Perrin, entre autres, une histoire du jansénisme et vous venez de publier chez Talandier une biographie donc consacrée à Choiseul, l'obsession du pouvoir. Ma première question, Monique Cotterêts, est assez simple. On peut se dire qu'il y a un océan entre le monde du jansénisme et Choiseul. Pourtant, nous allons le voir, il y a des liens, puisque le jansénisme est une question de religieuse, mais aussi de politique intérieure. Mais comment en êtes-vous arrivé à Choiseul ? C'est un personnage que vous rencontriez au fur et à mesure de vos recherches ? Tout à fait. J'ai effectivement beaucoup travaillé sur le jansénisme, les jansénismes du XVIIIe siècle, et Choiseul les a beaucoup fréquentés. Il n'avait aucune sympathie pour la dévotion janséniste. Il n'était probablement pas chrétien quant à la croyance. Il était évidemment catholique comme tout le monde, mais il ne semble pas avoir de sentiments religieux très développés. Mais il a été en lien avec les jansénistes par l'intermédiaire du Parlement et donc il a beaucoup entretenu de relations avec eux. Et puis je l'ai rencontré aussi, et c'est aussi, on ne le sait pas tellement, puisque j'ai également travaillé sur Jean-Jacques Rousseau, et c'est un adversaire tout à fait résolu de Rousseau, et certainement une des personnes qui contribuent à ses difficultés au moment des événements de Genève. Dans les premières lignes, vous citez Fernand Calmette, qui est l'éditeur de ces mémoires. Fernand Calmette qui disait aimable et brillant jusque dans ses vices, car ses vilainies sont exemples des mesquineries de la sottise. En lisant votre ouvrage, évidemment, nous avons beaucoup d'images qui nous arrivent, mais la première image qui m'est apparu, c'est que c'est un homme pleinement du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que vous le présentiez comme un homme catholique, mais c'est un monde qui est de moins en moins religieux. Lui, en tous les cas, n'est probablement pas religieux. Mais c'est aussi un homme qui a le sens des responsabilités. Et en tant qu'ambassadeur ou ministre, il va à la messe et bien évidemment, il ne fait pas de déclaration publique sur ce à quoi il croit ou il ne croit pas. C'est vrai que c'est un homme du XVIIIe siècle, par l'esprit. Il a beaucoup de réparties. C'est dans les salons, il peut même faire très mal par des ripostes violentes. Mais c'est aussi un homme qui écrit remarquablement bien, que ce soit ses dépêches officielles ou sa correspondance privée. On a vraiment toute la beauté de la langue du siècle. Il se distingue de ses contemporains par cette qualité ?
Non, il est à l'image de ce qu'il y a de mieux parmi ses contemporains, certainement. Et puis, comme ses contemporains de cette classe sociale, il aime l'art, il achète des meubles fabuleux, il s'intéresse à la peinture, il fréquente des philosophes. Donc, il est tout à fait, effectivement, dans le moule du siècle. Évidemment, Voltaire et Rousseau sont très présents dans votre ouvrage. Vous avez écrit avec votre époux une biographie de Rousseau. Oui. Et quand on pense à Voltaire, on pense aussi à l'ironie. Et il y a une ironie chez ce personnage, chez Choiseul. C'est un personnage voltairien ? Oui, de tous les philosophes, c'est incontestablement de Voltaire qu'il se sent le plus proche. Il n'aime pas d'Alembert. Il a lu Rousseau et il a parfaitement bien compris l'aspect révolutionnaire du contrat social, et donc il n'a aucune sympathie pour ce trublion. Par contre, avec Voltaire, on est dans le même monde, la même société, le même humour. Mais évidemment, en tant que politique et comme politique responsable, il fait tout. À la fois, il utilise Voltaire sur le plan diplomatique, notamment dans les relations tendues avec Frédéric II, mais en même temps il fait tout pour modérer Voltaire, qui va toujours un peu trop loin, qui parle trop et qui n'est pas un intermédiaire très très commode. Et puis à la fin, le couple Choiseul, le duc et la duchesse, se fâchent avec Voltaire parce que Voltaire admire trop Frédéric II, Catherine II, tous ce qu'on appellera plus tard les despotes éclairés, que les Choiseul n'aiment pas du tout. Il y a une forme de détachement chez lui. En tous les cas, il offre un regard un peu détaché. Je le cite là pour le coup, que les auditeurs me pardonnent ma trivialité, mais il écrit: je vais me consoler de l'ambition, de l'animosité, de la cruauté, de la fausseté des princes. Le cul de ma maîtresse me fait oublier tous ces objets et augmente mon mépris pour les grandes actions de grands personnages qui ont de pareils défauts. C'est ce détachement. C'est toutes ces lettres à Voltaire, il sait très bien qu'elles vont circuler. Et donc là, il y a quelque chose de la complicité masculine et de la frivolité de sa vie. Moi, je suis pas totalement convaincue par cela. Je pense qu'il était moins frivole qu'il ne le laissait entendre. Je pense même qu'il avait moins d'aventures que ce que l'on disait. Et je pense aussi qu'il travaillait énormément. Il dit lui-même: je travaille 8 heures par jour, je ne peux pas travailler plus. Enfin, quand on y réfléchit, 8 heures par jour, c'est déjà pas mal quand on est à la tête de secrétariat d'État aussi important. Alors, vous commencez aussi votre ouvrage par une autre citation d'Hubert Métivier. Le ministère Choiseul, point d'interrogation, 12 ans de prospérité économique et de déclin politique, c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Mais bon, toute biographie commence par les origines, et on voit dès les premières pages que c'est un personnage qui a immédiatement une forme de distance avec sa famille, et même avec ses origines, sa Lorraine, qui était entre la couronne habsbourgeoise et la couronne française. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Alors, il est certain qu'au XVIIIe siècle, on n'a pas une vie de famille très très développée dans ces milieux-là. Mais tout de même, généralement, on parle avec respect de son père et de sa mère. Et lui, c'est absolument l'inverse. La mère est à peine évoquée. Et le père est méprisé, présenté comme un gastronome qui s'est pas occupé de sa carrière, qu'il a complètement ignoré, ce qui est totalement faux. Quand on confronte à sa biographie, son père, qui était lui-même un diplomate, a tout fait pour l'aider. Le seul problème, c'est que son père était un diplomate dans la mouvance des Habsbourg. Et donc, je me suis interrogée, pourquoi ce refus du père, enfin cette façon de pas le présenter de façon favorable. Et je pense que c'est parce qu'au moment où Choiseul écrit ses mémoires, il est en disgrâce et il est attaqué sur le fait qu'il a mené une politique trop favorable à l'Autriche. Donc, il fait tout pour masquer ses origines lorraines et pour diminuer l'influence de son père sur sa propre carrière. C'est une époque, le XVIIIe siècle, qui rejette un peu la paternité.
Dans les milieux aristocratiques, on a besoin de la transmission, on a besoin du lignage. Et c'est le fils aîné de la famille Stainville. Donc son père, en fait, a tout fait pour lui. Enfin, l'a entraîné, l'a présenté, a vraiment tout fait pour qu'il se lance dans la carrière diplomatique. Le choix de la France, puisqu'il aurait très bien pu, étant lorrain, il aurait très bien pu servir les Habsbourg plutôt que les Bourbons. Le choix de la France a l'air d'être un choix de notre Choiseul, mais son père l'a accepté. Et son père l'a suivi et a continué à le protéger. C'est l'aîné, vous venez de le dire. C'est d'abord, avant la diplomatie, le choix des armes. Ça paraît effectivement l'évidence, tout à fait logique. Et il est un grand seigneur courageux. Hein, le don du sang ne lui pose aucun problème. Il en parle comme d'une banalité. Voilà, il fait ce qu'il faut. Il est courageux. Je dirais qu'il n'y a rien à redire sur sa carrière militaire. Il connaît le champ de bataille. Il connaît le champ de bataille. Il observe beaucoup les autres, et évidemment ça lui servira quand il entreprendra la réforme de l'armée. Il y a toujours une sorte de, non pas d'ambivalence chez lui, mais d'ailleurs vous le dites à la fin dans votre conclusion, il y a à la fois la vie professionnelle et la vie personnelle, la privée, et elles sont étroitement liées. Et donc je pense à votre conclusion, et là je suis à la page 31 de votre ouvrage, et vous intitulez une de vos sous-chapitres « Bataille et plaisir ». C'est ainsi que Choiseul présente ses premières années. Il y a toujours ces deux aspects. On ne peut pas comprendre Choiseul sans voir ces deux aspects du personnage. Absolument. Et on a l'habitude que les politiques cachent leur plaisir et affichent leur travail. Et chez Choiseul, c'est l'inverse. En fait, il cache toute la partie de son activité. C'est un très bon administrateur. Il crée des archives, il les consulte, il les compare. Donc c'est vraiment un homme de bureau, de cabinet, et très très sérieux. Or ça, il ne le dit absolument pas, si ce n'est au roi de temps en temps, parce que tout de même il faut justifier sa politique, mais il met en avant ses plaisirs, ses folies, les femmes. Mais il reste, je l'ai remarqué, il ne donne jamais de nom. Et il reste, contrairement aux libertins qui affichent la femme, enfin les femmes qu'ils compromettent, lui il reste très discret, et finalement on lui connaît 3 ou 4 maîtresses qu'il a conservées pratiquement jusqu'à la fin. À part la princesse Kinsky qui le suit de Vienne à Paris et qui l'abandonne assez vite, il est fidèle à la princesse de Robec et à Madame de Brionne, qui sont probablement les 2 grandes femmes qu'il a aimées. Alors venons-en à la politique. Bien évidemment, le XVIIIe siècle est un siècle charnière pour la scène européenne. Le milieu du XVIIIe siècle, avec ce qu'on va appeler le renversement des alliances. Mais avant peut-être d'évoquer le renversement des alliances, est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de panorama européen? Nous sommes dans les années 40, l'empereur Charles VI est mort, Marie-Thérèse est héritière du trône, et puis il y a un personnage qui va un peu bouleverser l'Europe, c'est Frédéric de Prusse qui arrive au pouvoir. Oui, et Frédéric de Prusse et Marie-Thérèse, c'est évidemment les 2 antagonistes les plus importants, au moins pour l'histoire continentale. Et entre eux, il y a cette Silésie dont Frédéric s'est emparé et que Marie-Thérèse veut à tout prix récupérer et reconquérir. Oui. Les Français là-dedans ont une politique tout à fait étonnante. La politique de Louis XV est une politique pacifiste. C'est pas la façon dont on voit généralement le roi de France. Le roi de France. Mais je crois qu'il a été très marqué petit enfant par les derniers moments de Louis XIV, qui lui a dit qu'il avait trop aimé la guerre, qu'il ne fallait pas faire la guerre, et donc
il se voit en position d'arbitre. Il est vrai que le royaume a des frontières tout à fait défendables, et donc il ne souhaite pas agrandir le royaume. Et si Louis XV fait la guerre, c'est très souvent pour arbitrer les conflits européens. Et c'est ce qui amène à la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, où finalement la France n'a rien, tout le monde a gagné quelque chose, sauf la France. Et on n'aime pas du tout cette paix, Choiseul non plus d'ailleurs, en disant c'est bête comme la paix. C'est une expression populaire quasiment. Et c'est là aussi se battre pour le roi de Prusse. Qui sera reprise en 1918. Absolument. Voilà. Oui, donc oui. En fait, mais même dans les années suivantes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un roi de France qui se contente de peu, voire je vais pas dire de défaite diplomatique, mais en tous les cas de retrait diplomatique, où tout en étant arbitre de l'Europe, eh bien la France semble perdre des positions, non pas en Europe, mais dans le monde. Quand en Europe vous avez des gens aussi intelligents que Frédéric II, et une Angleterre aussi allant vers la conquête de la domination mondiale, le pacifisme de Louis XV est évidemment mal compris et très vite méprisé. Et Choiseul, par rapport à Louis XV, est beaucoup plus engagé dans la guerre, et notamment son originalité est sans doute de voir très vite que l'Angleterre est l'ennemi principal des intérêts du royaume. Un personnage comme Choiseul, qui a 30 ans à l'époque, c'est une chose qu'il voit, qu'il considère, lui ? Oui. Tout de suite, alors évidemment, les mémoires sont rédigées plus tard. Mais bon, là, je crois qu'il n'y a aucune raison de ne pas le croire. C'est un militaire, donc il aime l'armée, il aime les batailles, et le pacifisme de Louis XV ne lui plaît absolument pas. Alors, je citais tout à l'heure Madame de Pompadour, l'excellence bleue. Sa carrière commence en Italie, c'est bien cela au fond. Et alors que c'est un militaire, il devient diplomate. C'est un pont qui existait par ailleurs, c'est-à-dire qu'on pouvait facilement passer d'une carrière militaire à une carrière diplomatique. Oui, c'était pas évident, mais c'était possible. Surtout quand il y a plus de guerre, il faut bien faire carrière tout de même, et donc la diplomatie est le meilleur secteur pour un noble de cet acabit. Et comme son père lui-même était diplomate, il a eu beaucoup de facilité pour entrer dans cette carrière. Il est plus militaire ou diplomate ? Il est plus heureux en tant que diplomate ? Je crois vraiment qu'il aime le pouvoir. Or, on est plus près du pouvoir en étant ambassadeur et ministre qu'en étant dans les armées du roi. Qu'est-ce que ça signifie être ambassadeur à Rome dans les années 50 ? C'est déjà 1750. Une très belle promotion, obtenue grâce à la faveur de la favorite. Et ça représente aussi une tâche importante, puisque il est envoyé à Rome auprès de Benoît XIV pour essayer de trouver une solution au conflit janséniste qui agite le Parlement et qui agite tout le pays finalement. Donc il a un travail important à faire auprès de Benoît XIV. Et ce travail, donc, il joue un rôle majeur dans la résolution du conflit. Si on suit ses mémoires, c'est lui qui gouvernait Rome, qui faisait tout, qui manipulait tout le monde, et qui donc a réussi à imposer les choix du roi de France. Mais malheureusement pour lui, on a aussi des lettres de Benoît XIV et on a aussi d'autres témoignages. Et en réalité, loin d'avoir tout fait, on peut même se demander si c'est pas le pape qui a mené sa politique et décidé des choses. Mais bon, il y a eu des querelles énormes entre eux, mais finalement, je crois que Benoît XIV aimait bien se
ce Français un peu extraverti, mais finalement pas antipathique. Alors, donc, il a réussi quand même globalement. Oui, il a réussi son ambassade. Oui, il a réussi son ambassade, mais vous l'évoquiez, le fait est que il devait travailler sur le jansénisme principalement, et donc sur des affaires intérieures, religieuses. Oui. Alors que parallèlement, l'Europe était bouleversée par ces changements, et cette, il y a une nouvelle notion au XVIIIe siècle, qui est la notion d'équilibre des puissances. Oui, qui vient d'ailleurs du congrès d'Utrecht de 1713. Alors on dit équilibre, on dit aussi balance. C'est the balance of power, voilà, anglais. Exactement, oui. L'expression balance des pouvoirs existe en français dès cette époque, et c'est très très important parce que la politique traditionnelle qu'on attribue à Richelieu, mais qui est déjà celle de François Ier, c'était la lutte contre les Habsbourg. Mais depuis 1713 et la fin de la guerre de succession d'Espagne, il y a des Bourbons sur le trône d'Espagne. Donc, on ne se sent plus véritablement encerclé par les Habsbourg. Et il était tout à fait logique qu'il y ait un changement d'alliance. Mais, curieusement, cette logique était minoritaire et a eu énormément de mal à s'imposer. C'est-à-dire que c'était la politique traditionnelle de la France depuis Richelieu ? François Ier, même. Depuis François Ier contre Charles Quint. C'est le moment où Charles Quint, roi d'Espagne, devient empereur, que l'on a cette impression, qui n'est d'ailleurs pas qu'une impression, que le royaume est encerclé par les Habsbourg. Or, à partir du moment où vous avez des Bourbons sur le trône d'Espagne, même si on s'entend pas toujours très bien avec eux, malgré tout, les Habsbourg n'encerclent plus le royaume. Alors, donc il est à Rome et vous utilisez l'expression, il piaffe d'impatience. Il a envie de rentrer. Il a envie de rentrer. Il sent que les choses sont en train de bouger et il se sent prisonnier à Rome. Le roi le fait revenir en France ? Alors il réussit à revenir. Oui, c'est toujours la Pompadour qui fait sa carrière, et il arrive au moment il est encore à Rome au moment de l'attentat d'Amiens contre Louis XV, mais il arrive quelque temps après. Donc, dans une situation géniale pour un ambitieux, parce que en réalité, dans l'affaire d'Amiens, les ministres qui étaient les ministres les plus compétents ont été renvoyés. Et donc, il arrive à un moment où la Pompadour est toute puissante, où l'homme de la Pompadour, qui est Bernis, est également tout puissant, et donc de l'ambassade à Rome, qui était importante, il va passer à l'ambassade à Vienne, qui est sans aucun doute la plus importante, qui est centrale. Alors vous disiez que c'était une minorité qui était pour cette alliance habsbourgeoise, c'est ce qu'on appelle le secret du roi ? C'est pas vraiment le secret du roi. En l'occurrence, c'est la Pompadour et Marie-Thérèse. Marie-Thérèse comprend très bien que la Pompadour veut jouer un rôle politique. Elle rêve d'être le Premier ministre en réalité. Et donc, c'est par son intermédiaire que l'impératrice propose une alliance qui reste totalement secrète. Enfin, les négociations des traités avec l'Autriche, le responsable des affaires étrangères n'est pas au courant. C'est vraiment Bernis, la Pompadour, le roi, Marie-Thérèse et son ministre. Alors, le renversement des alliances, 1756, c'est une petite révolution. Comment, quand on est serviteur de la couronne de France, quelle est la position de Choiseul par rapport à ce renversement des alliances ? Est-ce que c'était une chose à faire de son point de vue ? Est-ce une erreur ? Comment accueille-t-il la nouvelle ? Sur le moment, il n'est encore que le protégé de la marquise et de Bernis, donc sur le moment, il ne critique pas, et il va être un ambassadeur modèle. Tout à fait dans cette logique. Alors après, il écrira que ce traité était maladroit, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que en fait, on s'engageait à tout
pour la Silésie, ce qui n'était pas nécessairement les intérêts de Versailles. Mais sur le moment, non, il suit. Ce n'est que progressivement qu'il va pas pouvoir légèrement faire évoluer les choses. Bon, je pense qu'en plus qu'en tant que Lorrain, il est tout de même favorable à l'alliance entre l'Autriche et la France, et que sur le plan diplomatique, elle est logique. Elle est parfaitement logique. Pourtant, vous écrivez, Choiseul ne veut pas prendre la responsabilité. Alors nous sommes là une année plus tard. Hein. Une année plus tard, c'est le grand tournant, ce que vous appelez le grand tournant, où l'ambassadeur là devient ministre, ce qui n'était pas une chose classique. Il y a eu les études de Claire Béchu, 10 ambassadeurs seulement sur les 120 recensés par Claire Béchu deviennent ministres. Et vous écrivez, Choiseul ne veut pas prendre la responsabilité devant l'histoire et surtout devant ses successeurs mal intentionnés de l'alliance autrichienne. C'est-à-dire que il était comme dérisoire de se battre au fond contre la Prusse pour un territoire si éloigné de la France. Pour la France, oui, c'était. Ou alors, il aurait fallu obtenir des compensations, une égalité dans les dons et contre-dons qui n'étaient pas dans les premiers traités et que Choiseul va essayer de renforcer. Mais en même temps, comme il le dit très bien, s'il n'y avait pas eu d'alliance avec l'Autriche aurait pu rejoindre d'autres adversaires et la France se serait trouvée isolée. Donc, non, l'alliance était assez logique quand on y réfléchit. Mais il y a en France, au XVIIIe siècle, un très fort sentiment anti-Habsbourg, et donc cette alliance n'était pas populaire. Alors, le séjour à Vienne a été, c'est votre expression, beaucoup moins agréable que le séjour romain. Il ne devait pas y avoir la même la même ambiance. Est-ce que ce n'est pas là le début des grandes responsabilités ? Certainement. D'ailleurs, beaucoup disent que le ministre des Affaires étrangères était à Vienne et non pas à Paris. Il prend d'ailleurs un assez grand nombre de libertés et on peut dire qu'il participe très très activement à la gestion des choses et même aux opérations militaires. Il est omniprésent. C'est un moment où on se fait toujours la guerre. Hein. Il y a une campagne désastreuse, notamment en 1758. Oui. La guerre que l'on dit en dentelle est une guerre en fait excessivement meurtrière, violente. Oui. Et les défaites françaises sont des défaites sanglantes, et tout à fait. Alors bon, on en parle peu. Le sang versé évidemment n'est pas du tout perçu comme de nos jours. De nos jours, les victimes sont immédiatement valorisées. On ne veut pas qu'il y ait de morts dans nos guerres. On aimerait qu'il n'y ait pas. À l'époque, non, c'est banal. Je veux dire, des milliers, des dizaines de milliers de victimes, j'ai envie de dire, ça ne choque personne. Alors, il y a un personnage que nous avons déjà évoqué, qui est le cardinal de Bernis, qui a une place extrêmement importante, et Choiseul va en quelque sorte prendre sa place. Quels étaient les rapports entre Choiseul et Bernis avant que Choiseul prenne cette place ? Alors, Bernis le protégeait. Bernis était persuadé que c'était un ami et qu'il avait des qualités que lui n'avait pas, donc il était plus énergique que lui, et donc Bernis se voyait bien comme un espèce de premier ministre et Choiseul comme responsable soit de la guerre, soit des affaires étrangères. Il avait organisé ça, en pensant que il était un second et un second fidèle. Ouais. Il n'a pas été fidèle du tout. Il a contribué à la rupture entre Bernis et Madame de Pompadour, et donc il a pris en quelque sorte la place de Bernis. C'est-à-dire que c'est Madame de Pompadour qui fait et défait les carrières. Oui. Alors là, absolument, oui. Donc elle jette son dévolu sur Choiseul. Qu'est-ce que Choiseul a que Bernis n'a pas ?
Eh bien, au moment où elle abandonne Bernice et qu'elle choisit Choiseul, Bernice a réalisé que la guerre allait être perdue et Bernice essaie de faire la paix. Or, Madame de Pompadour ne veut pas, parce que Madame de Pompadour veut rester l'alliée de Marie-Thérèse. C'est quand même très flatteur pour Madame de Pompadour d'être l'alliée d'une impératrice. Et donc, elle s'appuie sur Choiseul, parce que Choiseul dit « Mais non, la guerre n'est pas perdue, il y a encore des espoirs, on va pouvoir gagner et on continue la guerre. » Donc là, il a quand même une certaine responsabilité. On dit généralement, il a fait la paix de 63, il a permis de sortir de la guerre. Oui, mais enfin, on aurait pu en sortir plus tôt si on avait suivi Bernice et pas lui en 58. Il y a, alors nous avons évoqué la Prusse, mais il y a un autre ennemi qui va devenir important, notamment pour les prochaines décennies. C'est l'Angleterre. Quand il devient ministre, est-ce que on a l'image d'un ministre qui arrive avec une sorte de programme et qui déroule son programme tant en termes de politique intérieure et en termes de politique extérieure. Là, il y a une dépendance du roi. Quels étaient les rapports entre le roi, la Pompadour et Choiseul? Au début, le roi ne l'aime pas du tout. Parce que il est arrogant, il se méfie de ce personnage. C'est vraiment la Pompadour qui va l'imposer. Et très vite, très vite, Louis XV l'apprécie. Alors Louis XV l'apprécie. D'abord parce qu'on a les textes qu'il adresse à Louis XV et là les textes sont respectueux, presque affectueux. C'est pas du tout l'image qu'il donnera de Louis XV dans ses mémoires. Et puis il est compétent, il est efficace, il a une grande force de travail et surtout il sait présenter les choses. Il sait faire des synthèses. Et Louis XV très vite apprécie cet homme qui lui enlève les aspects un peu difficiles des choses, qui lui permet de comprendre plus facilement les rapports de force et les situations. Et donc il y a une véritable entente entre Louis XV, Choiseul et Madame de Pompadour. Qui se crée au fur et à mesure. Vous montrez à un moment, c'est une image assez étonnante, d'intimité presque entre les deux hommes où ils pleurent l'un et l'autre. Oui, absolument. Choiseul a été dénoncé par le dauphin qui l'a accusé de mener en quelque sorte en sous-main le procès des jésuites, ce qui est possible. Même probable, du moins il laisse faire, s'il ne mène pas. Il réussit à convaincre Louis XV que c'est faux, il menace de démissionner, et là il y a effectivement une scène affectueuse entre les deux hommes, où Louis XV pleure, et où Choiseul, ému par les larmes du roi, verse énormément. Oui. Et vous dites que le XVIIIe siècle on pleure tout le temps. On pleure au XVIIIe siècle. Oui, les femmes évidemment, mais les hommes pleurent. Oui. Alors, nous avons un peu délaissé la politique intérieure, mais elle est toujours et autant importante que la politique extérieure. Quel est le rôle du Parlement à cette époque qui domine en quelque sorte cette politique intérieure? Ce qui est frappant, c'est que théoriquement, ça ne concerne pas un ministre, que ce soit des Affaires étrangères, de la guerre ou de la marine. Louis XV n'aime pas l'idée d'un Premier ministre, et donc Choiseul ne demandera jamais à être Premier ministre. Il a la Pompadour. Voilà. En fait, il se sert de la Pompadour comme Premier ministre. Et mais en réalité, on le voit partout. Et c'est-à-dire, moi, c'est là que je l'avais rencontré dans les relations avec le Parlement. Et donc il se fait toujours attention à bien dire que ce n'est pas son domaine, que dans ce domaine il peut rendre des services, avoir des compétences, mais c'est le roi qui décide, c'est la Pompadour, donc il est très prudent. C'est un courtisan, une bête de cour, disait Guichaucy dans Nogaret, et c'est vrai. Il sait absolument bien naviguer dans ces réseaux très complexes. Alors le Parlement, il a besoin du Parlement parce que pour faire la guerre, il a besoin d'argent. Voilà, c'est tout simple. Je crois qu'il faut pas tellement chercher plus loin. Et donc, si on veut que les impôts soient acceptés,
perçu surtout, eh bien, il ne faut pas d'opposition parlementaire. Donc, il va tout faire pour s'entendre avec le Parlement. Mmh. Est-ce qu'il était favorable à un régime des juges, à une monarchie des juges? Honnêtement, je ne le crois pas. Mais en même temps, c'est quelqu'un Il apprécie l'Angleterre, vous dites, oui, le système oui. politique anglais. Il apprécie le système politique anglais, mais pas pour la France. Il dit que ça va chez les Anglais, mais ça n'irait pas du tout chez les Français, qui ont besoin d'une certaine autorité. Moins cependant que les Russes, qui eux ont besoin de beaucoup plus d'autorité. Donc il y a un peu la théorie des climats qui ressort là-dessous. Et donc le Parlement existe, il faut s'entendre avec lui, donc il faut faire des concessions. Mais il faut pas aller trop loin non plus dans les concessions. Voilà, voilà à peu près sa conception des choses. Alors le nom de Choiseul est bien évidemment associé à un pacte, ce qu'on appelle le pacte de famille. Qu'est-ce que ce pacte de famille et quelles conséquences a-t-il sur la politique européenne? C'est la grande fierté de Choiseul. Le retournement des alliances avec l'Autriche. Il y participe, mais ce n'est pas du tout ce qu'il met en avant. Pour lui, l'important, c'est l'entente avec l'Espagne, parce que, évidemment, l'Espagne a une flotte, et l'Espagne va permettre l'action contre l'Angleterre. Et pour lui, c'est vraiment la grande action, c'est ce qu'il considère jusqu'au bout que c'est ce qu'il a fait de mieux, le pacte de famille. Alors c'est assez étonnant de voir que ce personnage va utiliser, on va dire, presque des moyens modernes de communication dans sa politique, et c'est là où on voit au XVIIIe siècle l'évolution de ce qu'on appelle l'opinion publique, puisqu'il va vous présenter le mémoire historique qu'il va écrire sur la négociation entre la France et l'Angleterre entre 1761, en 1761, avec des pièces dites justificatives. Et alors, ce livre est assez étonnant parce qu'il est d'une objectivité, il présente simplement les faits et il tient à susciter quelle forme de sentiment? Une forme de patriotisme? Tout à fait, oui. C'est aussi un des aspects très très modernes de Choiseul, c'est qu'il a bien compris que cet affrontement, qui était un affrontement qui irait jusqu'au bout avec l'Angleterre, ne pouvait se faire qu'avec une opinion favorable et engagée contre l'Angleterre. Et donc en 61, effectivement, il publie les choses avec une transparence. Alors avant, en 1709, on a Louis XIV qui dit que on lui demande de combattre son petit-fils et qu'il ne peut pas accepter ça. Donc déjà en 1709, tout de même, le vieux Louis XIV avait un peu fait appel à l'opinion. Mais là, ce que fait Choiseul, c'est qu'il met les documents sur le marché. Et donc il met la nature des transactions et il fait vraiment appel à l'opinion publique, incontestablement, oui. Et c'est ce qu'il va faire aussi pour reconstruire la marine. C'est la fameuse affaire des dons de vaisseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'entend avec les États provinciaux du Languedoc et ce sont les États qui proposent de l'argent pour reconstruire la marine. En réalité, Choiseul l'avait demandé, mais il faut pas le dire. C'est spontanément que les États du Languedoc proposent de l'argent et du coup, tous les corps de la société qui pourtant sont réticents quand il s'agit de payer des impôts, eh bien là, vont faire des dons au roi et la marine se reconstruit sur ces dons gratuits. C'est quand même une très belle réussite, ça. Est-ce que je reviens au pacte de famille qui sera appelé plus tard le pacte de famine, est-ce qu'il n'est pas trop tard, au fond, de développer cette alliance avec la couronne espagnole? C'est ce qui fonctionnera tout de même dans la guerre américaine, dans la guerre d'Amérique. Alors, le pacte de famine, c'est la raison pour laquelle Choiseul ne parle plus du pacte de famille, mais de l'Alliance du Sud. Parce que on a appelé, mais ça ce sont les adversaires de Choiseul, qui ont dénoncé la politique de libéralisation des grains, et on dit que c'était un pacte de famine, ce qui évidemment était une façon de critiquer
le pacte de famille. famille, oui, et donc les deux termes, Choiseul ne les emploie plus et il dit que son système, c'est l'Alliance du Sud. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que là encore, on est dans une sorte de communication. Tout à fait, tout à fait. Mais il utilise Voltaire pour que Voltaire répercute un certain nombre de choses. En fait, il n'est pas du tout content d'avoir perdu le Canada, mais il le prend à la légère en écrivant à Voltaire, si vous voulez des fourrures pour cet hiver, il faut vous adresser ailleurs. Oui. Donc, c'est une façon de minorer la défaite. Et effectivement, c'est Voltaire qui va dire, qu'est-ce que c'est que ces arpents de neige? On a conservé les îles à sucre, c'est l'essentiel. On n'a pas perdu grand-chose. Traité d'Aix-la-Chapelle, traité de Paris en 1763, on perd beaucoup au fond. Oui, en 63, oui. Michelet dit on a perdu le monde, et c'est un peu vrai. Je reviens sur l'idée de patriotisme parce que est-ce que on peut comparer le patriotisme tel qu'on conçoit au XXe siècle avec le patriotisme du XVIIIe siècle? Le patriotisme qui est en train de naître là avec Choiseul et qui évidemment va être très important au moment de la Révolution, c'est la valeur nouvelle, oui, et qui sera le patriotisme que l'on peut concevoir par la suite. Et c'est vrai que c'est une valeur tout à fait nouvelle, parce que jusqu'à présent la patrie c'était plutôt son lieu de naissance. Enfin on avait une petite patrie et non pas le royaume. Est-ce que on peut dire, parce que nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, Monique Cotret, est-ce qu'on peut dire que Choiseul a participé aux origines lointaines de ce qu'on appellera la Révolution? Ça, c'est une grande question parce que ça lui a été beaucoup reproché, notamment par les émigrés bouillés. Enfin, il y a eu, on s'en est pris à sa veuve. Enfin, bon, il y a eu des séries de débats au 19e siècle. Et oui, donc la théorie, c'est de dire, eh bien, en fait, c'est un homme léger. Il a dansé sur le volcan. Il n'a rien vu venir. Et il a été en quelque sorte à l'origine de la Révolution. Honnêtement, je ne crois pas. Il a fait ce qu'il a pu. Certains aspects n'ont pas du tout fonctionné, d'autres ont plutôt bien marché. Mais les origines de la Révolution, c'est tout autant sa légèreté, enfin sa supposée légèreté, que la violence qu'il va y avoir sous Maupoux et surtout les erreurs de Louis XVI. Voilà. Maupoux qui succède donc à Choiseul. Oui. Alors, étonnamment, dans votre conclusion, justement, vous avez donné un titre à votre conclusion qui est une variation sur le mot liberté, au fond. Libertin, libertinage, libertinisme et liberté. Et chaque terme, évidemment, a son importance. Le mot de liberté n'apparaît pas tant que cela, parce que ça reste un homme du XVIIIe siècle et un homme, un serviteur de la monarchie, mais d'un autre côté proche de, on l'a dit, Voltaire. C'est alors la liberté et le libertin, vous savez, dans Don Juan, c'est Don Juan qui chante vive la liberté. Donc c'est aussi la liberté privée, la liberté individuelle du libertin qui peut d'ailleurs abuser de sa liberté. Chez Choiseul, je vous dis, était-il vraiment libertin ou pas? C'est assez difficile à dire. Il aimait la liberté au sens où il aimait sa liberté, et il faut admettre qu'il n'était pas persécuteur. C'était pas un machiavélique? Si, c'était un machiavélique, un cynique, tout ce qu'on veut, mais pas un persécuteur. Il serait favorable à la tolérance, hein, il le dit bien à Voltaire. Mais bon, il faut là aussi que quand Voltaire le tarabuste pour qu'il intervienne à propos de Calas, il répond, mais il faut respecter les formes. On va faire ce qu'il faut, mais il faut du temps, il faut respecter les formes. Et il dit, vous vous énervez avec votre pendu de Toulouse. Calas, on le sait, a pas été pendu, mais roué. Mais pour Choiseul, ça faisait pas une grande différence. J'avais commencé, Monique Cotret, cette émission en citant Hubert Métivier, qui disait le ministère Choiseul, 12 ans de prospérité économique et de déclin politique. C'est le cas?
C'est toujours la même chose. Ce sont ces réformes qui ne se sont pas faites. Alors, ce que semblait souhaiter Choiseul, c'est pas un théoricien, hein, donc on a quelques textes, mais il ne fait pas une théorie politique. Ce qu'il semblait souhaiter, c'est un développement des États provinciaux, et donc une espèce de, alors avec peut-être des États généraux au-dessus de la pyramide des États provinciaux, mais ce dont on est à peu près certain, c'est que c'était une société qui restait monarchiste, avec une certaine centralisation. Il faut des intendants, hein, il est très très rigoureux là-dessus. Et puis quand sous Louis XVI, Necker propose de doubler les représentants du tiers dans les différentes assemblées, Choiseul ne comprend pas pourquoi. Donc pour lui, la société reste une société d'ordre et la noblesse ne se confond pas avec le tiers-état. Mais en même temps, c'est un homme qui aime les talents. Et donc dans ses réformes de la marine et de l'armée, il a fait appel à des roturiers quand ils étaient compétents. Alors cet ouvrage a bien évidemment une couverture et c'est un portrait que vous décrivez. Oui, que j'aime beaucoup. Que vous aimez beaucoup, ouais. Où il ne fait ni jeune ni vieux, il apparaît un peu entre deux âges, mais vous le voyez fatigué, ce personnage. Oui, alors bon, ça c'est facile, hein, puisqu'il meurt, il ne voit pas le portrait terminé, puisqu'il meurt entre la séance de pause et la fin du portrait. Mais c'est un portrait d'une femme peintre qui s'appelle Adélaïde Labille-Guyard, qui est moins connue que Madame Vigée-Lebrun, mais qui, de mon point de vue, saisit ses personnages avec une extrême finesse. Et je trouve que c'est un très, très, très beau portrait, oui. Et ce qui, là, pour le coup, représente véritablement le personnage tel qu'il est. Il a sa main posée sur un bureau, oui, avec des feuilles qui sont sur le point de tomber. C'est un portrait intime. C'est un portrait intime d'un homme qui n'est plus au pouvoir. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que il était amateur d'art. Tous ces murs étaient remplis de tableaux qui étaient vraiment mis les uns à côté des autres, et toutes les représentations qu'on a de ces intérieurs, on voit ces tableaux partout. Et là, il y a ce que j'ai appelé un grand pan de mur vide, c'est-à-dire que derrière lui, il y a comme une absence, voilà. Alors c'est l'art de l'Abille Guyard, parce qu'elle fait beaucoup ces fonds vides, mais en même temps c'est très représentatif de l'homme qui a quand même tout perdu, parce que il a perdu le pouvoir, il a perdu sa fortune, et visiblement il comprend pas l'évolution du monde dans les années 1780. Je crois que c'est là qu'il m'a été très sympathique d'ailleurs. Choiseul, l'obsession du pouvoir, donc de Monique Cotret, paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. N'hésitez pas, je me répète, à nous soutenir, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Grands Entretiens. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.